60 minutes économie. Production et présentation, Nariman Mendil. Réalisation, Aïcha Hammer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Un plaisir de vous retrouver de nouveau pour notre rendez-vous économique du jeudi. Un rendez-vous hebdomadaire qui décortique une actualité avec des acteurs économiques, opérateurs, décideurs, partenaires sociaux, analystes et experts seront avec nous chaque jeudi pour nous éclairer, apporter des réponses à nos questions concernant l'économie. Pour ce numéro, nous parlerons emploi. Il sera donc question de l'emploi. Rappelez-vous, en début de semaine, le secrétaire général de l'UGTA, M. Amar Takjout, a été reçu par le président de la République pour parler du monde du travail, la lutte contre le chômage, la création d'emplois, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi les questions liées à la fonction publique ont été à l'ordre du jour. C'est des questions que nous évoquerons aujourd'hui avec nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ici dans le studio. Nous avons avec nous donc M. Amar Takjout, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens. Monsieur Takjout, bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous M. Lahbib Siali, consultant spécialiste des questions du monde du travail. Bonjour M. Siali. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons avec nous M. Melek Atailia, directeur général de l'emploi et de l'insertion au ministère du Travail. Bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci à vous. Et nous aurons avec nous un peu plus tard au téléphone M. Abdelouahed Karar, vice-président du CREA. 60 minutes économie. Tous les jeudis de 13h à 14h. Je commence tout de suite donc avec vous, Monsieur Takjout. Cette rencontre ou cette audience qui vous a été accordée par le président de la République, il a été question, vous l'aviez dit tout de suite au sortir de l'audience, de plusieurs questions qui concernent le monde du travail, la lutte contre le chômage, mais aussi la fonction publique. Nous allons commencer par cette question déjà liée à la fonction publique. Aujourd'hui, Monsieur Takjout, est-ce qu'il y a des propositions au niveau de l'UGTA? Est-ce que vous avez discuté d'éventuelles refontes de la fonction publique, tout d'abord? C'est déjà prématuré. Le problème de la fonction publique, il s'est posé avec les statuts particuliers de deux secteurs d'activité distincts, l'éducation et la santé. Il se trouve que dans ces secteurs, il y a un corps, ce qu'on appelle des corps communs qui n'ont pas été intégrés dans le système de rémunération le nouveau au niveau de secteurs. Donc, sauf que le problème, notre inquiétude, parce que les corps communs existent aussi ailleurs, parce que c'est un nombre très important. Ils sont dans les administrations, vous savez, l'administration publique, que ce soit les communes, les wilayats, les ministères et d'autres secteurs. L'enseignement supérieur, elle en a, d'autres secteurs en ont, un personnel, des corps communs. Donc, nous, on s'est empressé un petit peu par rapport à ce mécontentement qui s'est prononcé par rapport à de dire qu'on est en marge, qu'on a des laissés pour compte, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, non, il n'est plus question de laisser un petit peu ce personnel, ces travailleurs en dehors du coup. Donc, on a anticipé, on a essayé de dire qu'il faut mettre en place une commission de réflexion pour essayer de canaliser un petit peu ces problèmes. Et en même temps, j'ai fait un appel aussi aux syndicats dits indépendants d'intégrer un petit peu la réflexion d'ensemble, parce qu'il s'agit de réfléchir sur... Donc, on a anticipé sur la prise en charge. Mais maintenant, les propositions, c'est un petit peu prématuré de dire qu'on a une proposition
toute faite qu'on va proposer au Haja. Non, on s'est dit, non, il faut qu'il y ait une prise en charge, il faut qu'il y ait une réflexion, il faut apprendre aussi à anticiper sur les problèmes, parce que nous n'avons pas le droit de ne pas le faire. Ça veut dire, si on subit le coup et on va essayer de gérer les crises, on ne va pas s'en sortir. Le mieux, c'était d'anticiper. Et cette anticipation, on l'a exprimée au président de la République. On s'est dit, nous sommes dans le... Il va falloir que les pouvoirs publics soient réceptifs aussi aux pistes que nous allons dégager à travers ce travail de réflexion, parce qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas mentir aux travailleurs. Il faut dire simplement que leur problème, il est pris en charge. Alors, est-ce qu'il y a un travail qui se fait juste avant de passer vers M. Sialé, avec les syndicats, les autres syndicats, oui, les syndicats on a indépendants? On a des contacts. On a eu le premier contact le 28. On a eu un contact très récemment. Je les ai au téléphone pas plus loin que hier. Donc, il va falloir trouver un moment de se retrouver, de discuter, d'engager une discussion autour de ce problème, parce qu'il s'agit d'un problème. Ce n'est pas un problème d'ego, ce n'est pas un problème de force, ce n'est pas un problème de marathon des uns et des autres, mais c'est un problème sérieux qu'il faut essayer de prendre en charge et d'essayer de trouver des pistes explorables dans un avenir proche. Très bien. Monsieur Sialé, justement, cette question du dialogue entre, disons, partenaires sociaux et monde économique, où là, on parle de recruteurs, d'employeurs, pardon, qui est l'administration et non pas une entreprise économique. Mais le dialogue social, aujourd'hui, doit être maintenu, intensifié peut-être, avec ces problèmes qui ont surgi récemment? Le Code du travail pour le secteur économique encadre la négociation collective. Et il est très clair depuis 1990. La négociation peut se faire au niveau de l'entreprise, mais à l'échelle supérieure, un rang supérieur, on a trouvé les fameuses tripartites où les GTL étaient partie prenante pendant presque tripartite. Mais le dialogue social, c'est une réalité. Actuellement, on est sur des projets de négociation au niveau des entreprises, surtout après les récents promulgations des statuts particuliers de quelques corps de la fonction publique, l'éducation, la santé. Le secteur public appartenant au secteur économique essaie aussi d'entamer le pas, et dans le cas de la négociation libre, il est encadré par le Code du travail. Plusieurs entreprises ont engagé bien sûr des pourparlers en interne avec des commissions de négociation, et le résultat, ça sera des accords salariaux ou bien complètement la révision des conventions collectives. Justement, puisqu'il y a eu des augmentations de salaire concernant donc la fonction publique, mais dans d'autres secteurs, ça n'a pas forcément suivi, sachant qu'il y a quand même le pouvoir d'achat qui a baissé ces dernières années. Donc les entreprises ont intérêt à aller vers ce dialogue? La négociation collective, c'est la volonté des deux parties, les partenaires sociaux. Et on aurait souhaité qu'on impose une périodicité de négociation. Et actuellement, c'est la volonté des deux parties. Et il y a quelques cas, certaines situations, la négociation elle devient obligatoire, mais maintenant c'est la volonté des deux parties. Et les entreprises qui mènent un peu la négociation, c'est là où il y a des traditions dans le secteur public, les entreprises, il y a une tradition de négociation, mais il y a un effort considérable en matière de négociation. Le climat social en général, c'est le nombre d'accords enregistrés, c'est lui qui nous donne un peu la qualité ou le niveau de climat social dans notre environnement professionnel. C'est ça un peu le souhait, c'est qu'on essaye d'imposer une périodicité de négociation collective. Et ça, donc, on attendra les lois qui sont en révision, Monsieur Takdout. Peut-être pour aller vers cette périodicité?
Non, la périodicité, elle existe dans les conventions. Vous avez, elle peut être dénoncée annuellement ou sur la base de 2 ou 3 années, de part et d'autre. Ça veut dire qu'elle peut être dénoncée. Parce que dans les moments de difficulté, une convention, elle est révisable aussi. Parce qu'on a tendance à voir uniquement le côté jardin, mais le côté court. Souvent, les entreprises ont des difficultés. Et souvent, il y a des plans sociaux. Et souvent, donc il y a forcément des situations de retrouvailles à chaque fois qu'il est nécessaire. Mais maintenant, le problème des salaires, ce n'est pas d'autorité dans l'entreprise économique. L'entreprise économique, c'est sa santé économique qui impose l'engagement des deux parties. Par contre, oui, la fonction publique, elle suit un petit peu la tendance, elle essaye de rattraper un petit peu les problèmes de l'inflation, mais dans l'entreprise, c'est la santé économique, financière de l'entreprise qui impose les règles de la négociation. Il y a un problème aujourd'hui. Je voulais simplement ne pas faire l'impasse. La question du pouvoir d'achat, Oui. l'erreur qui est posée aujourd'hui, c'est de dire qu'elle se règle par les salaires. Eh bien non, il y a un problème sérieux. Il faut éviter de tomber dans cet engrenage infernal, d'essayer de régler le problème du pouvoir d'achat par les augmentations de salaire. C'est un cercle vicieux au risque de voir l'inflation. Il y a un système inflationniste terrible. Alors donc, je pense qu'il y a des efforts à faire dans les entreprises, des efforts à faire dans les institutions de l'État. Il faut de la pédagogie, d'explication que le pouvoir d'achat ne se limite pas à l'augmentation de salaire, qu'il y a d'autres mécanismes, d'autres outils qu'il faut mettre à contribution pour essayer de donner du pouvoir d'achat. Voilà, un petit peu, c'est ce que je voulais, parce que ça me pose un problème à moi, à chaque fois que je me retrouve avec les travailleurs en assemblée, et ça ne parle que d'augmentation, gagne le pouvoir d'achat, l'augmentation, l'augmentation. Alors, de grâce, comme la responsabilité qui est la nôtre, je n'ai pas le droit de ne pas faire référence à ce problème. Et je demande une reprise de conscience à tous les niveaux pour mettre sur la table la discussion du pouvoir d'achat. Parce que sinon, c'est un risque. On est en train d'aller vers le mur. Donc, je suis en train de... Parce que ça fatigue, ça n'aide pas, parce que tout le monde se tait. Une discussion qui doit être engagée à quel niveau, monsieur Tagdout? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Le gouvernement doit jouer son rôle en expliquant que le pouvoir d'achat ne se limite pas au salaire. Les entreprises doivent aussi l'expliquer et à tous les niveaux. Et qui doit agir pour le juguler? Écoutez, il y a un gouvernement dans ce pays. Soyons sérieux. Ce qui doit juguler, c'est le gouvernement. Oui. Le gouvernement, les différents mécanismes. L'exécutif, il est là à faire des propositions. Il est là aussi à mettre les moyens et l'espace qu'il faut pour engager une réflexion. À nous, organisations syndicales, oui, aux partis politiques aussi de jouer le rôle, c'est pas de jouer le rôle du pompier ou le rôle du pyromane. Il faut qu'ils agissent en disant que, parce qu'un jour ou l'autre, ils se retrouveront au pouvoir. Le problème du pouvoir d'achat, c'est un problème d'ensemble. Il y a des outils, des mécanismes d'ensemble qu'il faut discuter parce qu'on ne peut pas jouer à ce jeu dangereux de dire que le pouvoir d'achat passe par l'augmentation du salaire. Donc l'exécutif, les organisations syndicales, les partenaires doivent tous s'y mettre aujourd'hui pour adopter les mécanismes nécessaires, monsieur Tagdout? Ah oui, parce que, écoutez, augmenter de 47% les salaires de la fonction publique, et ça ne rime à rien, parce que maintenant, il repose le problème et de dire qu'il faut nous augmenter encore, il y a quelque chose qui nous interpelle. Voilà. Peut-être qu'on nous aura justement à revenir dans une autre émission sur cette question du pouvoir d'achat. Parce que les paramètres d'augmentation de salaire dans le secteur économique reposent sur des critères très stricts. C'est un acte de gestion. Les managers, on ne peut pas leur imposer des augmentations. Et sans contrepartie, la solvabilité de l'entreprise. C'est dans la fonction publique, l'État est l'unique employeur. Elle peut décider des augmentations d'une manière unilatérale ou avec une déconcertation avec les syndicats du secteur, bien sûr, y compris les GTA.
Mais dans le secteur économique, même les entreprises relevant du secteur public, ils ont vraiment des critères et des paramètres pour décider une augmentation, quel que soit le niveau de terre. L'État, justement, c'est le premier employeur. Donc, quand on voit les chiffres, que ça soit donc, dans la fonction publique ou dans les entreprises à caractère économique, des entreprises publiques à caractère économique, M. Takjout a parlé aujourd'hui de ce qui a été fait en matière d'augmentation de salaire. Leur incidence, elle est calculée, notamment au niveau des lois de finances. Aujourd'hui, en matière d'insertion, puisqu'on a parlé de la question de l'insertion, qu'est-ce qui est prévu au niveau de votre département? On a parlé des corps communs, de la question des corps communs. Qu'est-ce qui est prévu, Monsieur Ataïlia, au-delà des négociations avec les partenaires sociaux? Bon, déjà, permettez-moi de parler un peu sur la politique nationale de l'emploi. On se félicite en Algérie que parmi les pays qui a une politique nationale de l'emploi qui repose déjà sur la promotion de l'emploi salarié, sur la promotion de l'esprit entrepreneurial, sur la modernisation du service public à l'emploi et aussi sur la valorisation de la ressource humaine. Ça, c'est très important parce que dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses. Il y a la formation continue, il y a l'anticipation des compétences. En tous les cas, le but d'une politique nationale, en général de notre politique nationale, c'est de réduire le chômage, de stimuler l'activité politique et de renforcer l'employabilité des jeunes diplômés. L'Algérie a entamé deux politiques. Bon, dans le cadre de la politique de l'emploi, il y a aussi une politique passive. On a constaté ça à travers l'institution de l'allocation chômage et bien sûr à travers une politique active qui repose sur la formation, sur l'entrepreneuriat et aussi pour dire que la clé de l'emploi, il y a deux choses. Il y a la formation, il y a aussi l'investissement. Sans l'investissement, sans la formation, on ne peut pas créer d'emploi. Ça, c'est par rapport à la politique nationale de l'emploi. Il se trouve que, bon, on travaille aussi sur, on a beaucoup travaillé sur la modernisation du service public à l'emploi, qui est en l'occurrence l'Agence nationale de l'emploi. C'est une agence qui prend en charge l'opération de l'intermédiation sur le marché du travail. Elle a deux systèmes d'information. Vous avez le WASIT et vous avez le WASIT 2. Il y a plus de 37 plateformes numériques ou bien services numériques au sein de l'Agence de l'emploi. De l'Agence de l'emploi. Bien sûr, l'emploi vient avec l'investissement, avec la relance économique. Je peux vous avancer des chiffres par rapport aux 2023 et 2024. Oui. Quand même, on a, après cette relance économique qu'a connu le pays, on a enregistré dans les placements plus de 19% par rapport à 2023. On est passé de 338 095 placements en 2023 à 402 110 placements par rapport en 2024. Il y a aussi, on a enregistré une augmentation dans les offres d'emploi. Elle est de 11%. On est passé de 481 088 offres d'emploi enregistrées en 2023 contre 535 986 offres d'emploi. Justement, on retourne aussi, j'aimerais bien aborder le sujet du dialogue social. Oui. C'est très important. Il faut que ça devienne une religion en Algérie, ça devient une conduite à tenir, parce que à travers des chantiers, à travers de collaboration avec les autres, c'est-à-dire nous, on travaille dans un cadre d'intersectorialité, d'un travail entre tous les départements ministériels, et on travaille aussi avec le partenaire social. Si on doit actualiser notre politique d'emploi, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on aborde le sujet avec le partenaire social. Maintenant, nous avons aussi d'autres institutions, comme le Conseil supérieur de la jeunesse, nous avons l'Observatoire national de la société civile.
C'est-à-dire, il faut que maintenant, on est convaincu qu'il faut que le dialogue social doit être une conduite à tenir, justement, pour parler, pour échanger les idées, et comme ça, on peut régler beaucoup de choses. Très bien. Alors, avant de revenir sur un peu plus dans le détail sur la question de l'allocation chômage, je reviens vers vous, Monsieur Taktout. La lutte contre le chômage, c'est une des questions que vous avez déjà évoquées justement lors de cette audience que vous a accordée le président de la République. Le chômage, ça reste quand même, on a vu les chiffres sont en hausse en 2024 par rapport à l'année précédente, donc à 2023. Mais le taux de chômage demeure important, il avoisine les 12% selon les derniers chiffres officiels. On tourne entre 10 à 13% ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons du mal à tracer, disons, une voie pour l'insertion particulièrement des jeunes diplômés? C'est un problème un petit peu complexe. Le problème aujourd'hui, il faut passer par le développement économique qui est nécessaire, parce qu'on ne peut pas absorber le chômage par le fait de l'administration publique ou la fonction publique, c'est pas possible. Donc c'est le secteur économique qui est à même d'absorber au maximum le chômage. C'est de relancer un petit peu ces machines économiques existantes et permettre à l'émergence d'autres entreprises à caractère économique. Et pour aboutir à cette dynamique, il faut qu'il y ait un petit peu plus de liberté à l'entreprise économique publique qui n'a pas la liberté nécessaire d'entreprendre aujourd'hui. Elle est presque gérée d'une manière très rigide, administrative et compliquée, et ça ne permet pas. Parce qu'une entreprise qui n'a pas le sens du risque ne peut pas se développer et ne peut pas se maintenir sur le marché. Alors, il faut la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller, de prendre des risques parce que c'est nécessaire. Qu'on cesse de l'étouffer ou de l'embrigader parce que ça ne peut pas marcher. Si on la libère, cette entreprise économique publique peut être aussi un moyen d'appui à l'émergence de l'entreprise, la petite et la moyenne entreprise. C'est par ce biais-là qu'on peut aussi créer d'autres entreprises ou développer la petite et la moyenne entreprise à travers le point d'appui, parce qu'elle peut être un moyen d'alimentation, d'activité, de plan de charge, etc. Donc si on n'arrive pas à mettre ça dans le logiciel, essayer de discuter, de voir là où ça coince, là où ça grince, pour essayer de pousser, parce que vous avez le risque des banques qui est un problème. Les banques ne prennent pas de risques. Les entreprises ne prennent pas de risques. Et dans cette optique, il y a la petite et la moyenne entreprise qui n'arrivent pas à se frayer de chemin. Donc, à mon avis, c'est aussi un sujet qui est important à mettre sur la table et à essayer d'engager une réflexion. Il faut qu'on aille de l'avant, essayer de trouver des solutions et des pistes à explorer aussi dans ce domaine. Nous reviendrons justement... oui, Monsieur Attailia. Non, si vous permettez, juste dans la même optique, parce que il faut dire que, par exemple, depuis 2020, justement, il y a eu des engagements de Monsieur le Président de la République dans ce sens. Et depuis 2020, on a pris beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été faites. La création d'un département ministériel qui prend en charge la micro-entreprise. Nous avons mis fin à l'emploi précaire parce qu'on est allé vers l'intégration de plus de 500 000 jeunes qui bénéficient du DIP et ils étaient dans le DIS. Il y avait le statut de l'auto-entrepreneur. Ils avaient la nouvelle loi sur l'investissement. Tout ça, c'est des choses, c'est des actions qui ont été prises justement dans le cadre de l'actualisation de notre politique d'emploi. Il y a beaucoup de choses qui
ont été faites par rapport à la micro-entreprise, le financement, créer un plan de charge pour les micro-entreprises. Tout ça, justement, c'est justement pour relancer, justement pour créer plus de postes d'emploi. Justement, il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place ces dernières années pour encourager l'entrepreneuriat, c'est-à-dire encourager les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat au lieu de passer par le salariat. Quel bilan faites-vous au niveau du ministère du Travail? En tous les cas, bon, c'est un créneau qui dépend d'un autre département ministériel depuis 2020. Oui. Il est pris en charge par... Mais il faut dire, à l'époque... L'incidence? À l'époque, il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé pour financer les micro-entreprises. Il y avait un arrêté interministériel qui octroie les 20% de la commande publique au profit des micro-entreprises. Il y avait maintenant, on a le statut de l'auto-entrepreneur, il est très intéressant, il y a beaucoup d'incitations dans cette loi. Il faut aussi, c'est une affaire de mentalité, il faut qu'on discute avec les jeunes, il faut que les jeunes aussi aient une culture de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas normal que tout le monde... Il faut dire que nous avons plus de 600 000 sortants chaque année de la formation et de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est un chiffre très important. Justement, il faut qu'on discute justement avec les jeunes, avec les représentants des jeunes, avec toutes sortes d'institutions, avec nos partenaires sociaux, justement pour aborder. Il faut parler aussi avec les jeunes. Il faut identifier les besoins des jeunes. Justement, il faut qu'on aille dans ce sens-là pour dire qu'il faut que les jeunes aussi aient cette culture étant donné que nous avons des maisons de l'entrepreneuriat au niveau des universités. On prépare déjà les jeunes à avoir ces notions de gestion, de finances, etc. Une fois il va terminer... il faut aller vers l'esprit de faire des formations professionnelles. C'est vrai que vous êtes diplômé de l'université et si vous ne trouvez pas un poste de travail avec votre diplôme, il faut penser à faire une formation professionnelle et décrocher un poste suivant c'est-à-dire ce qu'offre le marché du travail. Nous avons avec nous au téléphone M. Abdelouad Karrar, vice-président du CREA qui vient de nous rejoindre. M. Karrar, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons déjà commencé, M. Karrar, par parler justement de tous ces mécanismes qui sont mis en place pour encourager les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat et encourager les investissements de manière globale. Il y a une série de réformes qui a été lancée ces dernières années, plusieurs lois, plusieurs mécanismes qui ont été mis en place, des freins longtemps posés qui ont été levés. Aujourd'hui, vous, quel bilan faites-vous en matière de création d'emplois quand on voit les investissements qui sont réalisés ou ceux qui arrivent, M. Karrar? Bon, disons que d'abord, j'ai écouté votre émission dès le départ. Je souhaiterais parler un peu de ce qui a été fait ces dernières années. On est passé par la pandémie qui n'a pas aidé, qui a vraiment freiné le développement économique à travers le monde, pas qu'en Algérie. Depuis qu'elle est derrière nous, effectivement, il y a une dynamique extrêmement vertueuse et importante qui s'est installée. Ces 2 dernières années, selon les chiffres de l'API, il y a plus de 10 000 entreprises qui ont été créées. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui se passent dans notre pays, en ce sens que d'abord, nous sommes en tant qu'entreprise organisée dans un syndicat, nous sommes consultés, nous sommes écoutés et nous participons à l'élaboration, en proposition d'élaboration de cadres réglementaires. Et je pense que c'est un des secrets de la réussite. La deuxième chose, c'est que nous fonctionnons depuis 3 ou 4 ans sur objectifs. Ce qui est extrêmement important, c'est l'importance de la bonne gouvernance. On voit que, par exemple, pour les exportations hors hydrocarbures, chaque année, le président de la République fixe des objectifs. En matière de création d'entreprises, il y a un objectif de création de 20 000 entreprises. Donc, on voit que les réformes sont en train de s'installer. On pourrait dire que nous souhaitons qu'elles s'installent d'une manière un peu plus rapide.
surtout par rapport aux échos qu'on a ici et là, de cette bureaucratie qui réellement freine la croissance économique. Maintenant, sur le plan de l'emploi, nous sommes un pays, disons, exportateur d'hydrocarbures. Ce secteur est hautement capitalistique et par essence faiblement contributeur à la dynamique de création d'emplois. Donc, la diversification de l'économie nationale apparaît comme une des clés qui sont importantes pour la création d'emplois massifs et la résorption de chômage. Comme vous l'avez dit, ces dernières années, plusieurs instruments de cadre réglementaire, plusieurs actions ont été prises. Disons, on a la nouvelle loi sur l'investissement, nous avons la création de l'API avec un guichet unique, même maintenant le permis de construire, on le demande à l'API. Les problèmes de foncier qui ne devraient pas exister dans un pays aussi vaste que l'Algérie sont en train d'être levés avec les dernières décisions de récupération du foncier non utilisé. Je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais au niveau de chaque wilaya, il y a des commissions de levée des contraintes auxquelles nous avons des représentants qui assistent. Et réellement, quand on voit certaines contraintes, on comprend la mesure des choses qui sont à prendre, parce que créer de l'emploi, ça veut dire diversifier l'économie et augmenter la croissance, disons donner un coup de fouet de croissance. Chaque année, il y a 350 000 universitaires qui sortent de nos universités et qui, bien sûr, souhaitent avoir de l'emploi. Donc, c'est réellement une grande responsabilité qui pèse sur les épaules des gouvernants, mais pas que, parce qu'au CREA, nous avons cette responsabilité aussi, et c'est pour ça que nous travaillons main dans la main avec les autorités pour lever les réserves, pour combattre la bureaucratie, pour rechercher les faiblesses qui, justement, gangrènent l'économie, comme l'informel, qui a une disons, liaison directe avec l'emploi. Donc, oui. Toutes ces actions sont en train d'être faites. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler des actions qui sont faites dans le cadre universitaire. Il y a tout un cadre réglementaire qui s'est installé pour rapprocher le monde universitaire du monde du travail. Il y a le prix du président de la République pour la recherche et l'innovation. Il y a tous les avantages fiscaux et parafiscaux qui sont donnés aux entreprises qui consacrent jusqu'à 200 millions de dinars par an pour la recherche-développement. Donc, ces montants consacrés à la recherche-développement peuvent être faits au niveau de l'entreprise, mais pas que, puisqu'ils peuvent financer des travaux de recherche, des start-up, ils peuvent financer des travaux de recherche dans un institut ou dans une université. Il y a ces dernières années le programme Un diplôme, une start-up, qui est aussi quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il y a des budgets qui sont consacrés à ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais le budget de la recherche au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur est passé d'une moyenne de 8 milliards par an entre 2015 et 2021. Il a augmenté de 112%. L'année passée, il a été de 18 milliards de dinars avec un objectif d'augmenter de 10% pour 2025 à 20 milliards de dinars. Vous voyez l'effort budgétaire qui est fait par l'État justement pour financer tous les PNR et projets de recherche. Très bien, Monsieur Karar. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, en matière de mécanismes, de réglementation, l'État n'a pas lésiné sur les moyens donc, pour faciliter l'intégration des jeunes et les inciter à aller vers l'entrepreneuriat. Vous avez soulevé une problématique qui est celle de l'informel. Aujourd'hui, le poids justement de l'informel sur l'économie est très important. Je me tourne vers vous, Monsieur Siali. Justement, avec cet essor de l'informel, comment on doit conjuguer pour le résorber,
pour créer des emplois, lutter quelque part contre l'emploi précaire. M. Attaïlia a parlé des emplois précaires. Comment on doit juguler, comment on doit conjuguer tout ça? Pour l'emploi informel, je pense que le ministère du Travail a déjà communiqué sur le sujet à plusieurs reprises. Elle mène des enquêtes d'une manière périodique sur le sujet. Pour lutter contre l'emploi informel, il faut avoir une politique de plein emploi. Il faut la lancer et elle est déjà en vigueur. Et juste la valoriser, l'État a des mécanismes d'encouragement de l'emploi. On a le dispositif abattement que la CNAC on prend en charge à 100%. Il y a aussi le dispositif actuellement, l'État pour raison sociale a mis en place l'allocation chômage depuis 2022. Suite surtout à l'événement, le Covid, donc là, il y avait une nécessité de prendre en charge cette catégorie de personnes. Il y a aussi un dispositif très important de la CNAC, c'est l'allocation chômage liée aux perte d'emploi d'une manière involontaire ou la raison. Il faut actualiser le dispositif. Il est très intéressant comme texte, comme dispositif. Seulement, depuis 1994, il nécessite une actualisation. Actuellement, tout le monde cotise à ce dispositif à 1,5%. Les employeurs 1%. Et les salariés 0,50%. Il est temps que les cotisants bénéficient de ce dispositif. Encourager, sécuriser même la rupture de la relation de travail, on encourage à l'employabilité. Les CDD, les contractuels, les gens au chômage technique ne bénéficient pas de ce dispositif. C'est pour ça qu'il est temps d'ouvrir le dossier, surtout du dispositif de l'allocation chômage géré par la CNAC. Alors, oui. Il y a le dossier aussi, la formation professionnelle et l'apprentissage, la réalisation des jeunes diplômés dans le dispositif formation professionnelle et apprentissage. Je pense que c'est un atout très important. C'est pour ça que ce n'est pas la question du ministère du Travail, la question de l'emploi. Si tous les départements doivent être une concertation avec les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat. Il faut vraiment s'unir pour une politique de plein emploi. C'est une nécessité. Il y a le dispositif, on a tous les atouts. Le dispositif de l'allocation chômage, il est unique dans les pays arabes ou les pays africains. Idem pour l'allocation chômage gérée par la CNAC, mais juste on a besoin d'évaluer, d'auditer ces dispositifs et de les rendre plus efficaces. Alors justement, avant de revenir à ces dispositifs, je me tourne vers vous, Monsieur Takjout. La question de l'informel, aujourd'hui, on l'a dit, Monsieur Karar, Monsieur Siali souligne le poids de l'informel aujourd'hui. Quels sont justement les leviers syndicaux qui peuvent être mis en place, Monsieur Takjout, pour assurer une sécurité pour ses employés? Je sais pas, la question de l'informel, elle se pose, de mon point de vue, sur l'identification de l'informel. Est-ce qu'on a pu identifier les emplois informels, hein, nous parlons bien des emplois. C'est quoi l'informel? Moi, je n'arrive pas à l'identifier. Est-ce que l'informel, c'est celui qui est visible ou celui qui est invisible? Parce qu'il y a des activités invisibles qui sont dans l'informel, il y a des activités visibles qui sont dans l'informel. Je ne sais pas comment on peut étudier, analyser cette question de l'informel, que pour moi, elle reste entière. Parce que dire comme ça l'informel. Moi, je pense qu'il y a deux activités. Il y a des activités en cachette qui sont dans l'informel et qui ne sont pas visibles et qu'on ne peut pas identifier. Il y a une activité dans l'informel et qui est visible. Il arrive souvent, une entreprise, elle est déclarée, elle paye ses impôts, elle paye. Mais souvent, une partie des salariés ne sont pas déclarés, une partie des salariés ne sont pas rémunérés sur le plan du minimum réglementaire. Donc, il faut essayer de voir et de quantifier un petit peu cet informel. Parce que ce qui est invisible restera invisible. Maintenant, comment insérer l'informel vers le formel? Moi, je suis un petit peu en désaccord avec beaucoup de mes collègues et mes compatriotes sur la question de l'informel. Parce que l'informel, on peut le canaliser à condition d'organiser l'économie.
Quand je dis l'organisation de l'économie, ça veut dire qu'on ne peut pas exercer sans une identification claire. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir son registre de commerce pour commencer à travailler. Nous avons la chambre de commerce. Combien d'entreprises sont adhérentes à cette chambre de commerce? Il faut se poser la question. Il n'y a pas un pays au monde où les entreprises ne sont pas inventoriées dans la chambre de commerce. Et combien d'entreprises sont affiliées dans des organisations syndicales, patronales, sectorielles? D'ailleurs, il y a deux éléments qu'on n'arrive pas à identifier. C'est la question de la quantification des entreprises structurées, organisées et inventoriées dans des organismes et des institutions. Et vous avez aussi la question de la représentativité syndicale aujourd'hui, qui fait défaut aujourd'hui dans ces entreprises à caractère privé. Et j'ai trouvé, d'ailleurs j'ai eu une petite expérience il y a une semaine, j'ai été dans une entreprise privée, étrangère, et qui avait accepté la présence syndicale. Ça fait 20 ans qu'il y a une section, un syndicat. Ils ont engagé une réflexion, ça fait 5 ou 6 années sur la convention. Ils ont abouti à une convention d'entreprise. Ça veut dire un contrat entre employés et employeurs. Et j'ai trouvé que les patrons, ce n'est pas des monstres dans cette entreprise. Et les travailleurs aussi, ce n'est pas des monstres. Ils sont arrivés à se mettre d'accord et à avoir une représentation et à avoir une convention. Alors, de grâce, je dis aux gens qui sont dans les entreprises, à la tête des entreprises, ayez ce courage d'ouvrir, de s'ouvrir et de discuter. Et c'est par ce biais-là qu'on commence à instaurer cette culture de dialogue social. Parce qu'on ne peut pas parler de dialogue social en créant un déni de droit à une partie des travailleurs et qui participent au capital. Donc moi, j'invite à la réflexion et à la discussion. Moi, je suis un homme du dialogue et j'y crois au dialogue social. Mais yallah, il faut qu'on se retrouve autour d'une table et de discuter sereinement et tranquillement. Et moi, je suis pour l'identification, la carte d'identité d'un entrepreneur, il faut qu'elle soit claire, nette et précise et inventoriée dans tous les organismes et les institutions qui sont aujourd'hui dans notre pays. Monsieur Atailia? Oui, juste il faut ajouter quelque chose en ce qui concerne l'informel. Bon, c'est vrai que l'informel est devenu une partie intégrante de notre politique nationale. Il faut d'emploi. Parce que déjà, il faut prendre au sérieux ce phénomène, et parce qu'il impacte l'équilibre financier des caisses de sécurité sociale d'un côté. Il faut noter aussi que nous sommes en train de travailler sur le sujet dans le cadre d'une coopération internationale, justement avec l'Organisation internationale du travail. Une enquête a été faite par le CRIAD. Ils ont fait un diagnostic. Nous avons on a programmé des mesures qu'on va prendre en charge et aussi établir une feuille de route. Et je trouve en matière d'informel, il y a aussi un problème de communication et un problème de sensibilisation. On doit parler avec ces jeunes qui travaillent avec l'informel. Il faut identifier aussi le formel parce qu'il y a l'économie informelle, il y a l'emploi informel et les entreprises informelles. Et il y a une recommandation de la 204 du BIT, justement, qui prend en charge ce volet, c'est-à-dire le passage de l'informel vers le formel. Il faut accompagner ces gens-là, ces unités économiques, dans le cadre de cette recommandation, d'où il est nécessaire justement de prendre en charge ce volet. Il est pris en charge normalement dans le cadre justement, le projet sur les femmes qui est en coopération, et il a donné la chance aussi à tous les partenaires dans un cadre de dialogue social, justement de voir de près ce problème. Alors, en attendant d'avoir un peu plus de visibilité sur la question de l'informel que vous avez soulevé, Monsieur Takdjout, il y a Monsieur Kerrar qui est toujours avec nous et qui pourrait nous répondre peut-être sur cette question de l'activité syndicale au niveau des entreprises privées. Monsieur Kerrar, vous avez suivi avec nous Monsieur Takdjout qui soulève aujourd'hui un manque de syndicalisme ou d'activité syndicale au niveau des entreprises privées, une volonté ou
comment ça se fait le dialogue au niveau de vos entreprises, sachant que le CREA regroupe quand même, c'est le patronat le plus important du pays? Écoutez, ça c'est quelque chose qui est historique. C'est parmi les choses qui sont héritées du passé, c'est les postures du passé. Je pense qu'il y a eu quand même une amélioration qu'on ne peut pas quantifier malheureusement aujourd'hui. Mais il y a une amélioration nette des conditions d'abord de travail, des comités de participation, de l'activité syndicale. Probablement qu'il y a beaucoup de choses à parfaire, mais c'est quelque chose qui, dans les entreprises, tout au moins les plus importantes, tiennent beaucoup en compte. Mais moi, je voudrais, si vous permettez, revenir un peu à l'ordre du jour, qui est l'emploi. L'emploi. Et de parler un peu de, si vous voulez, de cette relation qu'on est en train de développer et des projets qu'on est en train de développer pour les jeunes universitaires. Donc, oui, monsieur Ferrer. Oui, donc nous avons des accords avec plusieurs instituts et écoles et nous essayons de sous-traiter les activités de routine justement par la création par l'aide à la création de start-up. Je vous donne un exemple très simple. Oui. Les entreprises ont toujours des projets informatiques, de développement de nouvelles applications. Et on s'est rendu compte qu'en fait, une entreprise, elle n'avait pas la vocation que son service informatique fasse tout. Et donc, on s'est rapproché de l'école supérieure d'informatique. On va essayer par groupe d'entreprises on a des besoins sur 2 années, par exemple, avec 8 projets. Et on va encourager les jeunes à créer leur start-up. Le plus important, c'est de leur donner un cahier des charges, c'est-à-dire de leur donner du travail sur les 2 premières années. Et c'est un programme de rétention, justement, des jeunes pour qu'ils restent dans leur pays. Il y a un taux extrêmement important de jeunes diplômés de certaines écoles qui partent, malheureusement. Et donc, l'idée, c'est de leur donner un plan de charge sur 2 ans. Pendant ces 2 années, ils vont se rapprocher de l'entreprise, ils vont discuter avec la comptabilité, avec le service marketing, ils vont savoir comment fonctionne une entreprise. Et après 2 années de plan de charge qui est garanti, ils vont probablement voler de leurs propres ailes. Donc ça, c'est des projets qu'on est en train de créer. Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, Monsieur Kerrar, puisque vous évoquez des projets qui sont lancés ou des mécanismes qui sont mis en place, est-ce que les jeunes porteurs de projets peuvent se rapprocher des entreprises qui sont au niveau du CREA pour espérer justement avoir notamment des aides? On avait déjà parlé des Business Angels pour avoir des aides à la création d'entreprises, les aider à voler de leurs propres ailes. Alors, que ça soit plan de charge ou disons, les guider un peu. Oui, ben, je vais vous dire, c'est quelque chose qui est en train aujourd'hui d'être fait. On a commencé à le faire l'année passée quand on a organisé les journées de l'entrepreneuriat et on a eu l'honneur de recevoir Monsieur le Président de la République à l'occasion des journées de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est fait. Je vous mentirai en vous disant que c'est quelque chose qui est généralisé. Mais on commence à le faire. Il y a des projets qui sont pris en charge. Il y a de grandes entreprises. Quand une grande entreprise fait plusieurs centaines de millions de dinars de bénéfices par an, c'est-à-dire même miser sur un projet qui ne va pas réussir, qui va coûter 4-5 millions de dinars, c'est pas quelque chose qui est dramatique. Oui. Et donc, voilà, ça rentre dans les pertes et c'est tout. Donc, très bien. J'insiste aussi par rapport aux entreprises qui ne le sauraient pas. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même 30% de défiscalisation par rapport à tous les investissements qui sont faits en recherche et développement, même si ce n'est pas des investissements qui sont faits dans l'entreprise. C'est-à-dire une aide à un jeune qui créerait son entreprise. Exactement, qui finance une start-up, qui finance de la recherche innovatrice dans une université. C'est des choses qui, peut-être qu'on n'en a pas trop fait la publicité de ça, et il faudrait le savoir, quoi.
Très bien, Monsieur Kalal, je me tourne vers vous, Monsieur Siali. Donc aujourd'hui, en matière de mécanismes, en matière d'encouragement, il y a plusieurs lois qui sont mises en place. Il y a cette disposition également qui permet à ceux qui souhaitent créer leurs entreprises de bénéficier d'un congé, même quand ils travaillent, donc ils peuvent bénéficier d'un congé. Oui, le texte a été promulgué en 2022, il y a le congé pour création d'entreprise. On a modifié la loi 90-11 et on a autorisé aux salariés désireux, bien sûr, de créer leur propre entreprise, de sortir en congé exceptionnel d'une année, renouvelable pour 6 mois. Et il a deux possibilités, le salarié qui a un projet, ou bien d'avoir un congé sans solde, ou rester avec un contrat à temps partiel. La condition, c'est qu'il ne doit pas faire la concurrence à son employeur. Et l'entreprise a 6 mois pour répondre à la demande du salarié. C'est une obligation. Ça, c'est pour encourager les gens à aller vers l'entrepreneuriat. Il y a aussi l'agence de l'auto-entrepreneur qui est très active. Et on a aussi des aides depuis 2006. Les aides, il y a les abattements qui sont gérés par la CNAC. L'État a concentré des efforts énormes. Juste, il faut les valoriser, les mettre en avant. C'est pour ça le dispositif doit être... Je pense qu'il faut créer un pôle, un seul pôle, l'interlocuteur unique pour que les gens savent quels sont les efforts qui ont été consentis. Et il y a surtout les différents départements. Le département de la formation et de l'apprentissage, il faut vraiment l'impliquer dans le dispositif, dans l'effort de l'employabilité des gens. Monsieur Ataïlia, je me tourne vers vous. Juste avant de terminer, cette question de lutte contre le chômage, il y a ces primes, ces allocations chômage qui ont été mises en place. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ce dispositif au niveau du ministère? Bon, il faut dire que après la décision de Monsieur le Président de mettre en œuvre et d'instituer cette allocation chômage, justement, le but c'était premièrement de donner une couverture sociale à ces jeunes. Deuxièmement, avoir une source financière. Et troisièmement, c'est travailler sur l'employabilité, c'est offrir des formations au profit des jeunes afin d'être insérés dans le marché de travail. Il y a eu des arrêtés interministériels, là où les gens qui n'ont pas de formation, ils n'ont pas de formation et de diplôme, ils peuvent avoir des formations initiales et comme ça décrocher. Je trouve qu'il faut faire beaucoup d'efforts. C'est une affaire aussi d'engagement, soit des jeunes, soit des autres partenaires, justement, surtout en matière d'entreprise. Nous, on travaille beaucoup sur l'adéquation formation-emploi. On travaille aussi sur l'orientation professionnelle et sur un nouveau dispositif avec justement à l'occasion de l'allocation chômage, c'est l'immersion découverte d'entreprise. On va donner la chance aux jeunes d'aller vers les entreprises, de découvrir cette entreprise et de choisir les formations qui les permettent d'être insérés sur le marché du travail. C'est déjà effectif? Ou c'est un dossier, c'est un projet? Non, c'est déjà par rapport à la formation, c'est effectif par rapport à l'immersion découverte entreprise, il est en chantier. J'aimerais bien juste dire tout simplement qu'il y a aussi, il va y avoir une nouvelle loi sur le placement qui va amender la loi 04-19, justement pour plus de transparence, pour élargir le champ d'intervention de l'État, du secteur privé dans l'opération d'intermédiation, pour aller chercher un bassin d'emploi plus large par rapport aux jeunes. Et justement, cette question de la transparence, nous souhaiterons peut-être y revenir dans une autre émission. Juste une dernière question brièvement, Monsieur Takjout. Le Code du travail, sa révision, aujourd'hui c'est une urgence? Je pense oui, il faut réadapter tout le système, y compris le système d'organisation. Moi je suis partisan d'organisation. J'interpelle l'ensemble des chefs d'entreprise à s'organiser en syndicat et je leur demande aussi de permettre aux travailleurs de s'organiser en syndicat. Si je suis partisan de l'organisation, je suis aussi partisan d'organisation dans le monde du travail.
Merci, Monsieur Takdout. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation et à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté attention. Très bon après-midi à toutes et à tous et à jeudi prochain.